Ce jeune homme qui est en Israël depuis 3 ans, voilà, et que rien ne prédestinait à venir s'installer en Israël. Son rêve, c'était de faire l'ENA. Il a tout mis en place pour, et puis finalement, la vie est passée par là. Donc on est ravis de l'accueillir. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors, l'ENA, non. Israël, oui. Exactement. Voilà, ça s'est fait un peu par hasard. Ça s'est pas fait par hasard du tout, mais ça s'est fait par étapes. Par étapes, aussi, à la fin de manière un peu soudaine. Moi, j'ai fait des études de droit en France. Et après avoir fini mes études de droit, je suis rentré en prépéna. Moi, mon rêve, c'était de rentrer à l'ENA. Prépéna, c'est la préparation pour Exactement. l'école. Moi, j'avais beaucoup aimé dans mes études, donc le droit administratif. C'est vrai que le rêve, c'est de rentrer à l'ENA, ou en tout cas d'avoir... en fait, pour aspirer à être un juge, fonctionnaire de l'État. Exactement. Enfin, juge administratif, c'était mon rêve. C'était votre rêve, ok. Et voilà, finalement, moi, j'ai pas réussi l'examen. Tant mieux pour nous. Et tant mieux, exactement. Et pour vous aussi, peut-être. C'est souvent comme ça. Ouais. Alors aujourd'hui, vous ne travaillez pas, on va dire, vous n'êtes pas encore juge, mais on ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Vous travaillez au ministère de la Justice, vous faites votre stage avant de valider vos équivalences d'avocat. Tout à fait. Voilà, un beau parcours. Eh oui. Non, ça fait 3 ans aujourd'hui donc, que j'ai fait l'ALIA. Et donc voilà, c'est vrai qu'on regarde tout le chemin accompli depuis l'Ulpan jusqu'à maintenant le travail ministère. C'est vrai que voilà, quand je suis arrivé en Israël, j'imaginais pas. Mais vous aviez même fait le deuil d'être juriste. Vous vous êtes dit, bon, ça y est, c'est pas possible, j'aurai jamais le niveau d'hébreu, on laisse tomber. C'est vrai. Et oui, parce que la profession juridique, en fait, est par nature tellement liée à la maîtrise de la langue, dans toutes ses subtilités, que quand on vient, moi j'ai appris l'hébreu plus tard, et même si en le Hadash, j'ai réussi à avoir un bon niveau, on se dit qu'on n'est jamais assez bon en fait, pour pouvoir rivaliser avec un Israélien, avec le niveau requis, avec toutes les subtilités et les facilités de lecture. Et donc c'est vrai que moi j'avais complètement abandonné l'idée d'être juriste en Israël. Je suis venu pour faire autre chose. Et puis l'histoire vous a rattrapé. Exactement. Vous avez fait l'armée au sein du service juridique de l'armée et ça vous a ouvert évidemment de nombreuses portes. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Vous êtes venu en Israël apprendre l'hébreu, vous aviez 21 ans. La première fois, tout à fait. Ouais. Vous avez choisi l'université de Jérusalem, l'Ulpan Kites. Je suis venu pour faire l'Ulpan d'été. Pendant les vacances, moi ça faisait longtemps que je voulais apprendre l'hébreu et j'avais pas été à l'école juive en France, donc j'avais pas du tout, à part ce qu'on a appris pour la bar mitzvah, c'est tout. Lecture des prières, j'avais vraiment même pour dire comment ça va, je savais pas exactement comment m'y prendre. Donc le programme d'été de l'université hébraïque permet comme ça pendant 1 mois et demi de manière tout à fait intensive d'apprendre l'hébreu. Genre j'étais comme ça très excité. Quitte à Aleph, donc premier niveau. Quitte à Aleph, à l'idée comme ça d'apprendre, d'être à Jérusalem, parce que c'était pour passer les vacances en fait ici. Ouais, et donc à cette époque-là, vous n'imaginiez pas du tout vivre en Israël, mais vous avez été piqué quand même dès le premier voyage. Exactement, pas du tout. Ouais. J'étais ici, moi j'ai de la famille éloignée, j'ai des cousins de mon père. Voilà, t'as pas envie de faire l'ALIA? Pas du tout. L'ALIA c'est pas pour moi. Et t'es sûr? Non, ouais, bien sûr. Moi je suis en France, je fais mes études de droit. Et voilà. Mais ça vous a quand même donné envie de passer du temps ici. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que en tout cas, j'espère que ça arrive à tous ceux qui viennent pour passer quelque temps en Israël. C'est que c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Moi, en fait, je m'en suis rendu compte quand je suis revenu en France après ce séjour. C'est qu'en fait, pour la première fois, je me sentais vraiment à l'aise, à la maison, dans le calme. On se sent... C'est le sentiment, en fait, d'être à la maison, alors que pourtant, c'est pas ta culture, c'est pas ta langue, tu comprends pas vraiment tout ce qui se passe. Et pourtant, tu te sens comme à la maison. Et en fait, quand je suis revenu en France après, où pourtant, oui, c'est ma langue maternelle, l'endroit où j'ai grandi, mes amis, etc., j'ai senti tout de suite qu'effectivement, même en France, j'étais encore un peu un étranger, alors qu'en Israël, c'est l'étranger qui se sent à la maison. Ouais, et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir ceci, vraiment à mon retour en France. Et après, moi, j'ai continué plusieurs étés comme ça. À venir chaque année. À passer du temps. À passer du temps, à visiter mes cousins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez comme ça, mais vous n'étiez pas très religieux, vous n'avez pas de signe extérieur d'appartenance, on va dire. Et pourtant, vous avez ressenti ça. C'est vrai. Moi, je suis venu, donc on est une famille traditionnelle, pas très religieuse. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Israël, donc ma famille ici, eux par contre sont plus religieux, et c'est vrai que j'ai commencé à faire les Shabbats avec eux. Et quand je suis après ce premier été en Israël, quand je suis revenu en France, en fait, j'ai pris la décision de continuer à garder le Shabbat.
Donc ça a commencé. Exactement. Et je pense que voilà, c'est sans doute c'est vraiment c'est que là la où meilleure décision que j'ai prise. C'est vraiment le moment où tout se joue. On se dit, voilà, on cherche toujours qu'est-ce qui a joué. On ne sait pas exactement. Comment dire, il y a plein de choses qui peuvent contribuer, mais c'est vrai que il faut, quand on garde le Shabbat, tout de suite l'approche devient complètement différente. On commence à s'intéresser, on commence à étudier, et on commence à se rapprocher de la communauté. Et enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vrai que les années passant, c'est aussi en fait le désir de venir en Israël qui s'est fait de plus en plus fort. Bah pourtant, vous avez un nom célèbre, Ben Amozeg. C'est la famille du Rav. C'est vrai. C'est sans doute la même origine que le rabbin. Alors, le rabbin habitait en Italie, donc on n'est pas ses descendants, puisque moi, c'est la famille, donc c'est le nom de mon grand-père, donc, qui était donc en Algérie. Mais effectivement, c'est sûr que c'est la même origine. La même origine. Bon, alors en tout cas, vous avez continué votre petit bonhomme de chemin, vous rêviez toujours de faire l'ENA. Et puis vous avez échoué à l'examen d'entrée et vous êtes parti passer un an en Angleterre. Donc ça vous a pris quand même longtemps, quoi, ce cheminement. C'est vrai, parce que je pense que l'ALIA, ça fait un peu peur. Moi, ça faisait longtemps que j'avais... Donc du coup, année après année, c'est vrai que le désir se faisait de plus en plus grand, mais c'est difficile de faire le pas, de sauter le pas. Qu'est-ce qui fait peur de ne pas avoir de situation professionnelle, de ne pas avoir assez d'argent? C'est ça surtout, parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit tout souvent. Aujourd'hui, je pense en tout cas, moi j'ai grandi comme ça, c'est vrai que on donne beaucoup d'importance à ta carrière, surtout quand on est dans un système français où tout est réglé à l'avance. Tu sors du lycée, tu commences tes études sont très réglées, tu fais tel diplôme pour arriver à tel endroit, rentrer dans telle situation, rentrer dans telle grande boîte ou fonctionnaire, je ne sais pas, et ensuite y faire toute ta carrière, et comme ça tout est réglé, tout est propre, tout est bien fait. Et finalement, en fait, moi, il y a eu un moment, il y a eu un dérèglement, et j'ai changé de voie. Et c'est vrai que ça fait peur, on te dit, tout d'un coup on change. Alors comment on fait pour retrouver une voie normale, c'est-à-dire retrouver une carrière, retrouver une situation, Et en fait, c'est jusqu'au moment où en fait, j'ai compris qu'on ne pouvait pas retrouver cette situation. Prévoir cette situation de France en se disant je vais trouver un travail, je vais préparer, etc. Ça ne marche pas toujours comme ça. Exactement. C'est pas du tout, quand je suis venu en Israël, c'était pas du tout un coup de tête, c'était vraiment un coup de cœur. Et donc à ce moment-là, quand on réfléchit plus et qu'on y va avec les sentiments, les choses aussi se font... en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et les choses aussi se font plus facilement puisque tu fais tout ensuite avec l'enthousiasme qui te permet ensuite, je pense, de réussir. Ouais. C'est sûr. Alors, donc, vous êtes venu, malgré, j'imagine, vos parents qui n'ont pas dû vraiment comprendre votre décision. Mes parents ils pensaient que j'étais complètement fou, que c'était la plus grande erreur que je puisse faire. Ils ont changé depuis ? Ouais. Non, ils sont maintenant très contents. Ouais. Mais vous m'avez même dit en préparant l'émission que non seulement ils étaient contents, mais ils comprenaient même que l'avenir aujourd'hui était en Israël. Que faire le choix d'Israël, c'était plus un choix un peu, on va dire, un peu original, mais c'était un choix c'est vrai. Réaliste, concrètement, avec une perspective d'avenir. L'avenir, il est en Israël. Moi, c'est quelque chose que dont j'ai pris conscience plus tard. Et ensuite, quand j'ai décidé de faire l'ALIA, c'est vrai que dans ma famille, on n'a pas trop compris. Moi, mes parents, ils ont essayé de me convaincre de rester en France, ou en tout cas de rester en Angleterre. Et mes parents, mes grands-parents, et c'est vrai qu'après avoir fait l'ALIA, après être rentré en France, et après les avoir vus, sur mes parents, aussi mes grands-parents, mon grand-père, Zichrono Livracha, qui est depuis décédé, on avait des grandes conversations. C'est sûr, que après avoir vu qu'en fait, oui, toi tu as fait l'ALIA, toi tu as fait le bon choix. L'avenir pour les Juifs en France est compromis. L'avenir, il est en Israël. Et c'est comme ça depuis la création de l'État d'Israël, mais je pense qu'avec les années, ça devient à chaque fois, on s'en aperçoit beaucoup mieux chaque année. C'est vraiment quelque chose qui apparaît. Et donc moi, en tout cas, c'est vrai que j'avais le sentiment d'avoir pris la bonne décision. Et c'est vrai que... Ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé, oui. Ouais. Et c'est vrai que c'était très agréable de savoir aussi après que le reste de la famille aussi comprend cette décision. Et d'accord avec vous aujourd'hui. Ouais. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, c'est clair. Alors surtout que vous aviez fait peut-être le deuil de cette carrière d'avocat, mais vous qui rêviez d'être haut fonctionnaire, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes en stage au ministère de la Justice, donc vous faites beaucoup de droits administratifs. C'est rigolo, c'est paradoxal. C'est tout à fait paradoxal, parce qu'on cherche j'avais fait le test, je pensais complètement avoir abandonné. Moi, j'étais très content d'avoir fait un diplôme de droit. J'avais un master 2 en droit administratif, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et j'étais sûr que le droit administratif français
serait d'unité limitée une fois arrivé en Israël. Et donc, j'avais complètement oublié, abandonné tout ça. Et en fait, je me retrouve maintenant, donc justement, au ministère de la Justice, à faire énormément de droit administratif. Et déjà, ça ressemble beaucoup. Les principes sont les mêmes. Bien sûr, les lois sont différentes, mais les principes du droit sont exactement les mêmes. Et l'intérêt du droit administratif, en tout cas pour moi, ce qui me semble que la chose intéressante, c'est qu'il y a toujours la question de l'équilibre entre les droits du citoyen et le droit de l'État, ou en tout cas la capacité de l'État à fonctionner, est une question qui se retrouve dans tous les litiges et qui rend le travail passionnant. Et donc en fait, même en tant que stagiaire, même sur des petites affaires, c'est déjà des choses qui apparaissent et qui sont très intéressantes. Ouais, alors, bien sûr, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous avez réussi, grâce à un service militaire intéressant et dans ce système-là, au sein de l'unité juridique de Tsahal. Alors, tout ça, c'est génial, c'est la réussite professionnelle, etc. Mais la réussite personnelle, parce que quand on monte seul, c'est pas facile de vivre sans famille ici. Bon, vous avez des cousins, d'accord, mais qu'est-ce qui vous a aidé au niveau des amis, au niveau de la vie sociale? Alors, quand je suis arrivé en Israël, donc j'ai fait l'Ulpan Etzion. Et pour tous ceux qui auraient envie de faire l'Alia, vraiment, je recommande. L'Ulpan Etzion, il est différent des autres Ulpan parce qu'en fait, il te permet pendant 5 mois, non seulement d'avoir des cours d'hébreu à un très bon niveau de manière tout à fait intensive, tu vis dans le bâtiment et tu manges ensemble. Et tout d'un coup, se crée une communauté de gens qui sont là pour faire l'Alia. Même si moi j'étais en tant que programme Massa, mais sur notre programme Massa, l'immense majorité des gens sont restés ensuite pour faire l'Alia. Et ça te fait tout d'un coup vraiment un réseau d'amis comme une nouvelle famille, et qui va traverser en même temps que toi les mêmes étapes, les mêmes difficultés, on va se partager les tuyaux et on va partager, on va faire tout ce chemin ensemble. Vous êtes toujours en contact aujourd'hui? On est toujours en contact, c'est toujours les amis proches sont tous des amis de l'Ulpan Etzion, que ce soit de ma session, des sessions d'avant ou d'après, puisqu'après finalement tout le monde se connaît. Et en fait, le fait de pouvoir faire ce chemin ensemble, c'est vraiment ça qui permet ensuite, je pense, vraiment de bien réussir son Alia. Vous m'avez dit une très jolie phrase, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais non, apparemment je ne la retrouve pas, dommage, c'est pas grave, voilà, mais en tout cas, je vois que ça vous a beaucoup, beaucoup soutenu. Ouais. C'est un soutien vraiment important. C'est un soutien, c'est beaucoup de... J'avais expliqué, en fait, c'est beaucoup de bonheur de pouvoir faire voilà, c'est cette phrase-là que pouvoir faire l'Alia, c'est un bonheur, c'est vrai, de vivre ici en Israël et de pouvoir tout d'un coup retrouver une vie normale, de repartir à la vie du pays, etc. Mais le fait de le faire comme ça, en groupe, avec des bons amis qu'on ne connaissait pas avant, qui ont tous un parcours différent. L'Ulpan Etzion, c'est que des gens qui ont à peu près entre 20 et 30 ans, tout le monde a plus ou moins un diplôme. Et tout le monde a une situation différente, avec chacun a sa propre histoire. Et ça fait un univers très très riche. Et le fait de toutes ces rencontres, c'est vraiment quelque chose de formidable, de très très enrichissant. Bon, en tout cas, j'imagine que c'est sans regret, cette Alia. Non, au contraire. Qui a mis du temps à venir. Exactement. Une Alia, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé votre parcours avec nous. On vous souhaite de réussir, d'être un brillant avocat, ce que je pense que vous serez. Évidemment, bonne chance pour la suite, vraiment. Merci beaucoup. De rien, ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.